Pendant 22 ans, j'ai été le premier à allumer les lumières de l'agence Delcourt & Fils à Lyon. 22 hivers, où le brouillard matinal du Rhône m'accompagnait dans les rues désertes, bien avant que mes collègues ne commencent à penser à leur café du matin. Ce n'était pas une question d'ambition démesurée, c'était ma façon d'exister, de me sentir indispensable dans un monde où les gens comme moi, sans diplôme prestigieux ni réseau familial, doivent prouver leur valeur chaque jour. L'agence de conseil en marketing n'était qu'une petite structure quand j'ai commencé comme assistant commercial. J'ai grandi avec elle. Nos 5 clients principaux, tous dans l'industrie textile de la région, me connaissaient par mon prénom, pas par mon titre. Je connaissais leurs usines, leurs difficultés avec la concurrence asiatique, les prénoms de leurs enfants. Quand Mathieu Delcourt, le fondateur, parlait de l'âme de l'entreprise, je savais qu'il pensait à moi, sans jamais le dire explicitement. Les contrats se renouvelaient grâce à ces liens que j'avais tissés année après année, plus solides que n'importe quelle stratégie marketing innovante. J'ai sacrifié beaucoup pour cette place que je m'étais construite. Mon mariage avec Claire n'a pas résisté aux soirées d'absence, aux week-ends sacrifiés, aux vacances écourtées. Mes 2 filles ont grandi en me voyant comme une ombre qui partait avant leur réveil et rentrait après leur coucher. C'est temporaire, je répétais à Claire. Quand l'entreprise sera plus stable, je serai plus présent. Mais cette stabilité n'arrivait jamais. Ou peut-être que je ne voulais pas la voir, trop habitué à me définir par ce que je donnais plutôt que par ce que je recevais. Le jour où Claire a pris les filles pour s'installer chez sa sœur à Grenoble, j'ai passé la nuit au bureau, pas pour travailler, juste parce que je ne supportais pas l'idée de rentrer dans notre appartement vide près de la place Bellecour. Je me souviens avoir fixé les lumières de la ville depuis la fenêtre du 4e étage, me demandant si tous ces gens rentraient vers quelqu'un qui les attendait. J'ai pleuré cette nuit-là, pour la première et dernière fois dans ces locaux. Le lendemain, j'étais de nouveau le premier arrivé, comme si rien ne s'était passé. Mathieu Delcourt me voyait comme un roc. « Laurent, tu es la constante dans l'équation », me disait-il souvent. Il ne savait pas que cette constance avait un prix que je payais en silence. Ou peut-être le savait-il, mais nous étions tous deux prisonniers de ce pacte tacite. Ma dévotion contre sa reconnaissance. Quand il a commencé à parler de sa retraite, j'ai secrètement espéré qu'il me proposerait un poste de direction. Pas par ambition, mais comme une validation que ces années n'avaient pas été sacrifiées en vain. La nouvelle est tombée un mardi d'avril. Mathieu avait vendu l'agence à Groupe Exacorp, une multinationale parisienne spécialisée dans le rachat et la revitalisation de PME régionales. Il m'a annoncé cela dans son bureau avec une bouteille de champagne et des promesses que je savais déjà creuses. « Rien ne changera pour toi, Laurent. Ils apprécieront ta connaissance du terrain, ton expertise. » J'ai souri, j'ai trinqué. J'ai même félicité Mathieu pour cette belle opportunité, comme il l'appelait. Mais au fond de moi, je ressentais ce frisson glacial, cette intuition que tout allait changer, que la loyauté, dans le langage des multinationales, n'était qu'une ligne sur un bilan comptable, une variable ajustable. Quand Mathieu m'a raccompagné à la porte de son bureau, il a posé sa main sur mon épaule. Pour la première fois en 2 décennies, j'ai vu autre chose que de l'assurance dans ses yeux. J'ai vu de la culpabilité. « Tu seras bien, Laurent », a-t-il murmuré. Ce n'était pas une affirmation. C'était une question qu'il se posait à lui-même. La première semaine après l'acquisition, rien n'a changé. La deuxième non plus. J'ai commencé à me détendre, à croire que peut-être, contrairement à toutes les histoires que j'avais entendues, cette fusion serait différente. Mathieu venait encore au bureau, mais son bureau se vidait progressivement. Des cartons discrets disparaissaient chaque soir. Il parlait déjà de son chalet à Chamonix, des randonnées qu'il allait faire, de ce temps qui lui avait toujours manqué. Puis est arrivé Victor Menard, 35 ans, costume sur mesure, pochette assortie à sa cravate, et cette assurance particulière que confèrent les grandes écoles parisiennes. Il s'est installé dans le bureau de Mathieu, avant même que celui-ci ne l'ait complètement vidé. Efficacité opérationnelle, a-t-il expliqué avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Notre première réunion individuelle a été fixée un vendredi à 17h30. Un choix délibéré, j'en étais certain. Il voulait me voir fatigué, déjà dans l'esprit du week-end. Il m'a fait attendre 20 minutes dans la salle de conférence que nous venions de rénover. Nouveau mobilier, nouvelle technologie, nouveau logo Exacorp sur les murs blancs qui avaient porté nos souvenirs pendant 2 décennies. « Laurent,
a-t-il commencé en s'asseyant face à moi, tablette à la main. J'ai passé les 2 dernières semaines à analyser nos processus et nos performances. Nos, comme s'il avait toujours fait partie de cette histoire. Vous avez une connaissance impressionnante de nos clients historiques. J'ai hoché la tête, attendant le « mais », qui ne tarderait pas. Il a fait glisser son doigt sur l'écran de sa tablette, comme s'il consultait des chiffres, mais ses yeux restaient fixés sur moi. Cependant, votre modèle de gestion client est, comment dire, artisanal. Exacorp a développé des protocoles d'engagement client standardisés, basés sur des métriques précises et des interactions quantifiables. Les relations que j'ai construites ne sont pas quantifiables, ai-je répondu calmement. Elles reposent sur la confiance, sur le sentiment, m'a-t-il coupé avec un geste de la main. Exactement ce que nous cherchons à éliminer. Le sentiment est imprévisible, volatile. Nous préférons la consistance, les processus réplicables. Il a sorti un document de sa serviette en cuir, pas imprimé à la dernière minute, mais préparé soigneusement, comme si le scénario était écrit bien avant notre rencontre. Voici la nouvelle structure que nous proposons. Nous créons une équipe de gestion de compte, avec 3 jeunes consultants qui reprendront progressivement vos clients. Vous les accompagnerez pendant 6 mois pour assurer la transition. Après, nous avons un poste de conseiller senior pour vous. Moins d'heures, plus de flexibilité. Moins d'heures, moins de salaire. Plus de flexibilité. Ce mot qui, dans le vocabulaire des restructurations, signifie toujours dispensable. Et si je refuse cette restructuration, ai-je demandé, surpris par mon propre calme. Victor a souri, cette fois avec une sincérité glaciale. Nous pouvons discuter d'un package de départ, bien sûr. Exacorp est généreuse avec ceux qui comprennent que le changement est inévitable. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher sur Lyon, colorant. Le rhône d'un orange qui me rappelait les soirées où, plus jeune, j'imaginais encore un avenir différent. 22 ans. Plus de la moitié de ma vie adulte donnée à cette entreprise. Je vais devoir y réfléchir, ai-je dit en me levant. Victor n'a pas semblé surpris. Il avait probablement eu cette conversation des dizaines de fois avant. À lui, j'étais un problème à résoudre, une ligne dans un tableur qui ne correspondait plus au modèle optimal. Bien sûr, Laurent, prenez le week-end, mais nous aurons besoin d'une réponse lundi. Exacorp avance vite. En sortant, j'ai croisé Mathieu dans le couloir. Il partait une dernière boîte à la main. Nos regards se sont croisés. Il a eu cette expression, mélange de honte et de résignation, avant de détourner les yeux. « Bon week-end, Laurent », a-t-il marmonné. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois en 22 ans, je suis sorti du bureau sans éteindre les lumières, sans vérifier que tout était en ordre. J'ai marché jusqu'à mon appartement vide, ce refuge que je n'avais jamais vraiment habité. Sur mon téléphone, 3 appels manqués de Claire. Elle voulait parler des filles, de l'université, de l'avenir. Quel timing cruel. Moi qui pensais avoir construit quelque chose de solide, je découvrais que mon présent était aussi fragile que mon futur était incertain. Le samedi matin, au lieu d'aller courir le long des berges comme à mon habitude, je suis resté au lit à fixer le plafond. Le silence de l'appartement m'oppressait, ce silence qui, pendant des années, avait été mon alibi pour fuir vers le bureau. Maintenant, je n'avais plus nulle part où fuir. J'ai passé la journée dans une torpeur étrange, oscillant entre colère et résignation. Vers midi, j'ai ouvert une bouteille de Côte-du-Rhône, celle que je gardais pour une occasion spéciale qui n'était jamais venue. Ma main tremblait légèrement en versant le premier verre. Étais-je en train de célébrer la fin de quelque chose ou le début d'autre chose? Je n'en étais pas sûr. C'est en ouvrant machinalement mon ordinateur personnel que j'ai vu le dossier. Clientpersonnel.xls, un fichier que j'avais créé des années auparavant, quand notre système de CRM était encore rudimentaire. J'y consignais tout, les détails que le système officiel ne capturait pas. Les anniversaires des enfants de nos clients, leurs passions secrètes, les problèmes personnels qu'ils m'avaient confiés entre 2 réunions. Ce n'était pas juste un outil de travail, c'était le journal intime de nos relations. Une idée a commencé à germer. Pas une vengeance, non. Une reconnaissance de ce que j'avais construit. Une affirmation que ces relations n'étaient pas des métriques ou des protocoles d'engagement standardisés. Elles étaient réelles, humaines, personnelles. Le dimanche soir, j'ai rédigé 5 emails, un pour chacun de nos clients principaux. Je n'ai pas mentionné ma situation,
ni critiqué Exacorp. J'ai simplement expliqué que mon rôle allait changer, que de nouveaux consultants prendraient le relais. J'ai terminé chaque message par une phrase simple. Quel que soit l'avenir, je reste disponible pour vous à titre personnel. Vous avez mon numéro. Lundi matin, j'étais de nouveau le premier au bureau. J'ai déposé sur le bureau de Victor une lettre acceptant le nouveau poste et la période de transition. Son assistante m'a souri, soulagée que je ne fasse pas de vagues. « Il sera content », a-t-elle dit. « Il déteste les complications. » À 10h17, mon téléphone a vibré. C'était Philippe Marchand, directeur de Textile Rhône-Alpes, notre plus gros client. « Laurent, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Je viens de recevoir un appel d'un certain Victor qui veut me présenter mon nouveau gestionnaire de compte. Je lui ai dit que j'avais déjà un contact et que je n'avais pas l'intention d'en changer. J'ai respiré profondément. C'est la nouvelle structure, Philippe. L'entreprise veut standardiser les relations clients. » Un silence, puis un rire bref. « Standardiser ? Ils pensent que notre relation de 15 ans peut être standardisée ? Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais je veux te voir. Pas un de ces jeunes en costume, toi. » Avant midi, 3 autres clients avaient appelé, tous avec le même message. Ils ne voulaient pas de changement. À 14h, l'assistante de Victor est venue me chercher. « Il veut vous voir, immédiatement. » Victor n'était plus seul dans son bureau. Une femme d'une 50aine d'années était assise à côté de lui. Tailleur impeccable, expression sévère. « Voici Hélène Joubert, directrice régionale d'Exacorp », a annoncé Victor, son assurance habituelle légèrement fissurée. Hélène m'a dévisagé longuement avant de parler. « Monsieur Dubois, pourriez-vous m'expliquer pourquoi 4 de nos principaux clients menacent de résilier leur contrat si vous n'êtes plus leur contact principal ? » « Je n'ai rien fait de particulier, ai-je répondu calmement. Je les ai simplement informés que mon rôle allait changer. Vous avez délibérément saboté notre restructuration, a accusé Victor. Hélène lui a lancé un regard qui l'a fait taire instantanément. Ce que mon collègue essaye de dire, c'est que nous sommes surpris par la loyauté que ses clients vous témoignent. J'ai souri pour la première fois depuis vendredi. Ce n'est pas de la loyauté envers moi, Madame Joubert, c'est de la confiance. Et la confiance ne se transfère pas comme une ligne dans un tableur. Elle a hoché la tête lentement, visiblement. Alors, que proposez-vous? Je ne propose rien. J'accepte le poste que Victor m'a offert, mais je ne peux pas forcer. Nos clients ont accepté ce changement. Un silence tendu s'est installé. Victor fixait son écran visiblement mal à l'aise. Hélène m'observait avec un mélange de contrariété et d'intérêt. « Nous allons devoir reconsidérer cette transition », a-t-elle finalement déclaré. « Victor, préparez-moi une analyse d'impact si nous perdons ces comptes. Monsieur Dubois, nous reprendrons cette conversation demain. » En sortant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Non pas de la fierté ou de la satisfaction, mais une étrange libération. Comme si, après des années à porter le poids de l'entreprise sur mes épaules, je redécouvrais que j'existais en dehors d'elle, que j'avais construit quelque chose qui m'appartenait, pas à Delcourt & Fils, pas à Exacorp, à moi. Le lendemain, l'atmosphère au bureau avait changé. Les regards fuyants des collègues s'étaient transformés en sourires complices. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Laurent Dubois, le discret, le loyal, avait tenu tête à la machine Exacorp. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais tous sentaient que l'équilibre du pouvoir avait subtilement basculé. Hélène Joubert m'a convoqué à 11h précises. Cette fois, Victor n'était pas présent. Elle avait disposé sur la table plusieurs dossiers, les contrats de nos clients principaux, annotés méticuleusement. « J'ai passé la soirée à étudier ces comptes », a-t-elle commencé sans préambule. « C'est remarquable. Les marges sont supérieures à la moyenne du groupe, les renouvellements se font sans négociation, et le taux de croissance annuel est constant depuis plus de 10 ans. » J'ai gardé le silence. Elle n'avait pas besoin de mon approbation pour constater l'évidence. « Voici ce que je vous propose, monsieur Dubois. Nous créons un département spécial pour nos clients historiques. Vous en prendrez la direction. Pleine autonomie opérationnelle, augmentation de 15%, et une équipe de 2 personnes que vous choisirez vous-même. » La proposition était tentante, presque trop belle. J'ai croisé les bras, attendant la suite. « En contrepartie, a-t-elle poursuivi, vous formez progressivement votre successeur sur 2 ans, pas 6 mois, et vous nous aidez à comprendre votre méthodologie. Comment vous avez construit ces relations ? » Ma méthodologie ? J'ai souri malgré moi.
Il n'y a pas de secret, Madame Joubert. J'ai simplement considéré ces personnes comme des êtres humains, pas comme des contrats. Elle a eu un geste d'impatience. Ne soyez pas naïf. Vous avez développé une approche qui fonctionne. Hexacorp veut la comprendre, la répliquer. J'ai pris mon temps avant de répondre, observant les reflets du soleil sur le Rhône. À cet instant, j'ai réalisé que j'étais à un carrefour de ma vie. Je pouvais accepter cette offre flatteuse, cette reconnaissance tardive, ou je pouvais choisir une autre voie. Et si je refuse? Hélène a haussé un sourcil, surprise par ma question. Pourquoi refuseriez-vous? C'est une promotion substantielle. Ce n'est pas une question d'argent ou de titre, ai-je répondu, doucement. C'est une question de vision, de ce que je veux construire pour les années qui me restent. Que voulez-vous dire? Vous ne pourrez jamais répliquer ma méthodologie dans un environnement où les consultants changent tous les 2 ans, où chaque interaction doit rentrer dans une case. Vous voulez industrialiser quelque chose qui, par nature, est artisanal. Elle s'est redressée, soudain tendue. Vous négociez pour obtenir plus? Non, Madame Joubert. Je réfléchis à voix haute. Pendant 22 ans, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour cette agence. J'ai perdu ma famille, mes rêves personnels, et maintenant je me demande si c'est ce que je veux continuer à faire. Un silence s'est installé. Pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas la calculatrice froide d'une directrice régionale, mais une femme qui peut-être comprenait ce dilemme mieux qu'elle ne voulait l'admettre. Prenez quelques jours pour réfléchir, a-t-elle finalement proposé. Cette offre reste valable jusqu'à vendredi. En sortant du bureau, mon téléphone a vibré. C'était clair. « Les filles veulent te voir ce week-end », disait son message. « Elles s'inquiètent pour toi. » Une vague d'émotion m'a submergé. Mes filles s'inquiétaient pour moi. Pas pour ce que je pouvais leur donner ou leur apporter. Pour moi, l'homme derrière le travailleur infatigable. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour reconstruire ces ponts que j'avais laissés s'effondrer. J'ai pris mon manteau et pour la première fois en 22 ans, j'ai quitté le bureau à 15 heures, sans culpabilité, sans regarder en arrière. Dans le tram qui me ramenait chez moi, j'ai commencé à esquisser une idée. Pas encore un plan, mais une direction. Un chemin que je n'avais jamais osé envisager auparavant. Le week-end à Grenoble a été comme une plongée dans une vie parallèle, celle que j'aurais pu avoir si j'avais fait d'autres choix. L'appartement de la sœur de Claire était modeste mais chaleureux, rempli de ces petits détails qui transforment un espace en foyer. Mes filles, Camille et Sophie, n'étaient plus les enfants dont je gardais une image figée. À 19 et 17 ans, elles étaient devenues des jeunes femmes avec leurs opinions, leurs rêves, leurs désillusions aussi. « Tu as l'air différent, papa », m'a dit Camille pendant notre promenade le long de l'Isère. Moins tendu. J'ai souri, surpris par sa perspicacité. Je traverse une période de changement au travail. « Tu vas encore plus travailler ?» a demandé Sophie, une pointe d'amertume dans la voix. « Non », ai-je répondu, réalisant soudain la vérité de mes paroles. « En fait, je pense à ralentir, peut-être même à faire quelque chose de complètement différent. » Elles ont échangé un regard que je n'ai pas su déchiffrer. Claire, qui marchait un peu en retrait, s'est rapprochée. « Qu'est-ce qui a changé ?» a-t-elle demandé doucement. Comment lui expliquer? Comment mettre des mots sur cette prise de conscience que tout ce que j'avais construit reposait sur un malentendu fondamental, que ma valeur se mesurait à mon utilité professionnelle? J'ai compris quelque chose, ai-je finalement dit. Toutes ces années, je pensais bâtir quelque chose de solide, mais j'ai construit sur le terrain de quelqu'un d'autre. Et maintenant, ils veulent changer les règles du jeu. Claire a hoché la tête lentement. Elle comprenait. Elle avait toujours compris, bien avant moi. Et maintenant? Je ne sais pas encore, mais je sais ce que je ne veux plus. Le dimanche soir, alors que je préparais mon sac pour rentrer à Lyon, Camille est entrée dans la chambre d'amis. Elle tenait un carnet à la main. « Tiens », a-t-elle dit en me le tendant. « J'ai noté quelques idées. Pour ton nouveau départ. » J'ai ouvert le carnet, surpris. Elle avait esquissé plusieurs pistes professionnelles, avec des annotations, des questions, des ressources à consulter. Mais ce qui m'a frappé, c'était le titre en haut de la première page. « Le projet Papa 2.0 ». « Tu y penses depuis longtemps ?» ai-je demandé ému. Elle a haussé les épaules, soudain timide. « Depuis le divorce. Je me disais que tu ne pouvais pas continuer comme ça éternellement, que tu finirais par t'en rendre compte. Sur le chemin du retour vers Lyon, dans le train qui filait entre les montagnes, j'ai feuilleté ce carnet encore et encore. Ce n'était
Pas tant les idées concrètes qui me touchaient, mais le fait que ma fille n'avait jamais cessé de croire en moi, même quand j'avais cessé de croire en autre chose qu'en mon travail. Lundi matin, j'ai appelé Philippe Marchand de Textile Rhône-Alpes, non pas comme le représentant de Delcourt Fils, mais comme Laurent Dubois, un homme à la croisée des chemins. J'aurais besoin de ton conseil, Philippe, pas pour un client, pour moi. Nous nous sommes retrouvés au café des négociants, loin des bureaux et des oreilles indiscrètes. Je lui ai tout raconté, l'acquisition, les tensions, l'offre d'Exacorp. « Et tu hésites ?» a-t-il demandé, incrédule. « C'est une belle proposition qu'ils te font. C'est une cage dorée, ai-je répondu. Une reconnaissance de ce que j'ai construit, oui, mais pas de liberté pour construire la suite. » Philippe a trempé ses lèvres dans son café, pensif. « Tu sais, Laurent, depuis des années, plusieurs de nos fournisseurs me demandent pourquoi. Nous ne travaillons qu'avec votre agence. Je leur réponds toujours la même chose. Parce que Laurent Dubois comprend notre métier, nos contraintes, notre vision. Ce n'est pas Delcourt Fils que nous avons choisi, c'est toi. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Philippe? Que si tu décidais de voler de tes propres ailes, tu ne partirais pas de zéro, loin de là. De retour à mon appartement, j'ai sorti une feuille blanche et j'ai commencé à faire des calculs. Des chiffres bruts sans émotion. Combien me faudrait-il pour lancer ma propre structure? Quels clients pourraient me suivre? Quels risques étais-je prêt à prendre? Puis j'ai repensé au carnet de Camille, à son projet Papa 2.0, et j'ai ajouté une colonne que je n'aurais jamais envisagée auparavant. Qualité de vie. Temps. Pour renouer avec mes filles. Possibilité de déménager plus près de Grenoble. Flexibilité pour enfin prendre ces vacances dont je parlais depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, les chiffres racontaient une histoire qui me donnait envie de tourner la page. Vendredi est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Pendant toute la semaine, j'avais continué à travailler comme si rien n'avait changé. J'avais assisté aux réunions, répondu aux emails, préparé les rapports mensuels. Mais intérieurement, chaque geste était désormais teinté d'une étrange mélancolie, celle des derniers jours avant un grand départ. Victor m'évitait, soigneusement. Dans les couloirs, il détournait le regard, prétextant un appel urgent ou une réunion imminente. Les rumeurs circulaient. Exacorp avait revu sa stratégie d'intégration. Le plan de restructuration était en pause. Personne ne mentionnait mon nom, mais tous savaient que j'étais au centre de ce revirement. À 16 heures, Hélène Joubert m'a fait appeler dans la salle de conférence. Cette fois, elle avait préparé un contrat en bonne et due forme. Promotion, augmentation, clause de non-concurrence particulièrement restrictive. Tout était là, noir sur blanc, comme une tentative de me ligoter avec des chaînes en or. « Avez-vous pris votre décision, monsieur Dubois ?» a-t-elle demandé après m'avoir laissé parcourir le document. J'ai refermé doucement le dossier. « Oui, j'ai pris ma décision. » J'ai sorti de ma serviette une enveloppe simple, sans fioriture. Ma lettre de démission, rédigée la veille avec un soin particulier. Pas de reproche, pas d'amertume. Juste un constat. Nos chemins devaient se séparer. Hélène l'a regardée sans la toucher, comme si le papier pouvait la brûler. « Vous avez conscience que vous ne retrouverez jamais une position aussi avantageuse ? Ce n'est pas une question d'avantage, Madame Joubert, c'est une question d'alignement, entre ce que je suis et ce que je fais. La clause de non-concurrence dans votre contrat actuel vous empêchera de travailler dans notre secteur pendant 1 an, a-t-elle averti, sa voix prenant soudain un ton plus dur. J'ai souri. J'ai vérifié avec un avocat. Cette clause s'applique uniquement si je rejoins une entreprise concurrente. Elle ne m'interdit pas de créer ma propre structure, tant que je respecte la confidentialité des données clients. Son regard s'est durci. Vous avez tout planifié. Disons que j'ai appris à anticiper. 22 ans dans le conseil, ça laisse des traces. Elle a pris la lettre, l'a ouverte avec des gestes précis, presque cliniques. Préavis de 3 mois, a-t-elle constaté. Vous pourriez partir plus tôt si nous trouvions un accord. Je préfère respecter mes engagements jusqu'au bout. Les clients méritent une transition en douceur. Un silence s'est installé. À travers la baie vitrée, on apercevait le balai quotidien des bateaux sur le Rhône. Pendant un instant, nous n'étions plus dans une négociation tendue, mais simplement 2 personnes contemplant le même paysage avec des perspectives différentes. « Que comptez-vous faire, Laurent ?» a-t-elle finalement demandé, utilisant pour la première fois mon prénom. « Créer un cabinet de conseil spécialisé, plus petit, plus flexible,
centré sur les valeurs que je défends. La confiance, la durée, l'authenticité. Elle a hoché la tête lentement. Vous savez, dans un autre contexte, j'aurais probablement fait le même choix. Cette confession inattendue m'a surpris. J'ai vu fugitivement, derrière le masque de la directrice régionale, une femme qui portait peut-être les mêmes questionnements que moi. En sortant du bureau ce soir-là, j'ai pris le temps de m'arrêter dans chaque service, de saluer chaque collègue. Certains étaient surpris, d'autres semblaient déjà au courant. Élodie, la jeune assistante que j'avais formée 5 ans plus tôt, m'a pris à part. « C'est vrai que tu vas créer ton entreprise? Je peux venir avec toi ?» J'ai été pris de court. Ce sera risqué au début, Élodie. Pas de sécurité, pas de confort. J'en ai assez du confort, a-t-elle coupé. Je veux travailler pour quelque chose qui a du sens. Sur le chemin du retour, marchant le long des quais au lieu de prendre le tramway, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Mon téléphone a vibré, un message de Camille. Alors 2.0 ou pas 2.0? J'ai souri en tapant ma réponse. 2.0 confirmé. Et j'aurais besoin d'une experte en marketing digital pour mon site web. Tu connais quelqu'un? Sa réponse est arrivée presque instantanément. Je termine mes partiels dans 2 semaines. Je suis libre tout l'été. En rentrant dans mon appartement, j'ai regardé ces murs que j'avais à peine habités pendant toutes ces années. Peut-être était-il temps de changer d'air, de me rapprocher de Grenoble, de mes filles, de construire un lieu qui me ressemblerait vraiment. Sur mon bureau, le vieux carnet de notes que je tenais depuis mon premier jour chez Delcourt & Fils était ouvert à la dernière page. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit simplement « Fin du chapitre 1 ». Puis, tournant la page, j'ai commencé à esquisser le plan de ma nouvelle entreprise. Non pas comme un business plan froid et calculateur, mais comme le projet d'une vie que je choisissais enfin de vivre pleinement.